Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le lancement très officiel de Solidarité TV, la chaîne du réseau UNIOPS-URIOPS. L'objectif de cette web TV est bien évidemment de débattre et de mettre en valeur la richesse de l'action associative. Tout au long de l'année 2021, nous vous donnerons rendez-vous 6 fois pour partager avec vous les grands thèmes qui concernent les acteurs de la solidarité avec pour fil rouge l'innovation sociale. Au-delà de l'intervention de spécialistes issus d'horizons divers, une des originalités de cette chaîne est bien son ancrage territorial. Ainsi, chaque émission est élaborée en partenariat avec 2 URIOPS. Aujourd'hui, c'est au tour de l'URIOPS Hauts-de-France et de l'URIOPS Grand Est d'être à nos côtés. Je vous rappelle également que cette émission est diffusée en direct et que vous pouvez poser vos questions en direct à nos intervenants grâce au fil de discussion à votre disposition à la droite de votre écran. Pour nous en dire un peu plus sur cette belle initiative et lancer notre première séquence, j'ai à mes côtés Patrick D'Outreligne, président de l'UNIOPS. Merci Patrick d'être à nos côtés. Et Benjamin Collin, directeur du marché des clientèles institutionnelles au sein du Crédit Coopératif, un partenaire sans lequel ce projet n'aurait jamais pu voir le jour. Je vous précise que nous sommes à bonne distance et que nous allons donc nous abstenir de porter le masque lors de cette émission. Alors je me tourne tout d'abord vers Patrick D'Outreligne. Qu'est-ce qui a poussé, une question très simple, qu'est-ce qui a poussé le réseau UNIOPS-URIOPS à créer Solidarité TV ? Évidemment, la crise pandémique que nous connaissons depuis le mois de mars 2020 nous a imposé de modifier les moyens de communication avec nos adhérents, avec notre réseau UNIOPS-URIOPS, avec toutes les associations, qu'elles soient petites ou grandes. Et il fallait, j'allais dire, inventer. On a sûrement gagné 10 ans grâce à cette pandémie, comme quoi il peut y avoir des côtés positifs, parce que les nouveaux instruments, il fallait les saisir plus vite, plus opportunément, et évidemment accélérer la communication, le dialogue et la possibilité pour chacun d'être entendu et d'écouter aussi des conseils, des débats, des réflexions. Et cette web télé en est l'occasion. D'accord, justement, en 2021, le fil rouge de toutes nos émissions, ça sera l'innovation sociale. En quoi cette thématique est-elle particulièrement importante selon vous aujourd'hui ? L'innovation, c'était le thème au départ de notre congrès qu'on a été obligé de reporter et qui était de démontrer que les associations, elles n'étaient pas, contrairement à certains, de regarder les associations comme un peu ringards, comme un peu vieillots, loi 1901, alors qu'au contraire, elles sont un faisceau d'innovation, d'adaptation, et la crise, là encore, a montré la démonstration que les associations ont su innover, ont su inventer, ont su s'adapter, ont créé du lien avec les personnes, ce qui est quand même le plus important, et à ce moment-là, l'innovation vient vraiment le fervent de supporter de toutes les modifications qui sont indispensables. D'accord, très bien. Patrick D'Outreligne, je vous remercie. Je vais à présent me tourner vers Benjamin Collin. Donc le Crédit Coopératif est le partenaire principal de l'UNIOPS et du réseau UNIOPS-URIOPS sur ce projet. Que représente pour vous la création de cette web TV et surtout quelles sont les raisons de votre soutien à notre réseau ? Bonjour, tout d'abord déjà je vais vous remercier de la confiance que l'UNIOPS nous a apportée en nous choisissant comme partenaire de cet événement. On est très content en tout cas pour cette partie présentielle de vous accueillir dans nos locaux au sein du Crédit Coopératif. Pour nous c'était très naturel d'être ce partenaire de cet événement. Le Crédit Coop, comme vous le savez, est une banque qui a été créée il y a plus de 150 ans par les grands mouvements de l'ESS. On a vocation d'être une banque qui se positionne avant tout sur les acteurs de l'intérêt général, les acteurs de la solidarité. Donc tout naturellement, tout événement qui peut promouvoir la richesse du tissu associatif nous est très cher. On a bien vu que durant cette crise sanitaire, nos modèles de société avaient été très éprouvés, qu'il y avait un besoin croissant de solidarité. Et là, plus que jamais, les acteurs de l'ESS sont une réponse qui nous paraît adaptée. Donc nous, on est très très heureux de pouvoir concourir à cet événement, de créer ce lien aussi avec les URIOPS en région, d'avoir cette notion des projets dans les territoires, de montrer que des projets concrets, réels, sortent des territoires, qu'on peut aussi qui ont une capacité à être dupliqués et qui peuvent répondre justement à ces impératifs créés par la crise, c'est-à-dire plus de solidarité, plus de liens entre les personnes. Donc tout naturellement, on a sauté sur l'occasion, c'était pour le Crédit Coopératif
très important d'être partenaire Très bien. de cet événement. Vous insistez beaucoup sur l'ancrage territorial Oui. et justement sur cette richesse en fait de l'innovation dans les territoires qui est pas toujours très très bien connue. Est-ce que selon vous cette capacité d'innover, d'inventer des associations dans les territoires, est-ce qu'elle est un peu sous-évaluée aujourd'hui? Ah oui, on considère qu'elle l'est. On a la chance d'avoir un réseau national au Crédit Coopératif. On a toujours construit notre modèle de développement sur des partenariats très forts avec des têtes de réseau, des fédérations du monde de l'ESS. Donc c'est vrai qu'on peut revendiquer, on peut estimer être un bon observateur aujourd'hui de ce qui se passe dans les régions, de tous les projets qui sortent. Et on voit que les acteurs de l'ESS aujourd'hui ont montré, moi je rejoins ce que dit M. Dautrelin, une fabuleuse capacité d'adaptation en cette période de crise. Elles ont innové, elles ont continué de rendre les projets viables. Et d'ailleurs, les collectivités locales comme l'État ne s'y trompent pas. Ils confient de plus en plus de missions aux associations, dans la mission d'intérêt général. Et on peut voir que ces associations, elles excellent surtout dans des domaines innovants. On parle beaucoup de transition environnementale, transition sociale. Et on voit très concrètement des initiatives très fortes dans le domaine de l'économie circulaire, dans le domaine de l'habitat inclusif, dans le domaine de la santé. Après, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est arriver à passer l'étape d'après, c'est comment mieux dupliquer les projets, comment générer, mieux les essaimer tout en tenant compte des particularités des territoires. Et c'est là qu'une banque comme le Crédit Coop, je pense, peut aussi être un partenaire à la fois pour sécuriser les financements innovants que ces associations peuvent avoir, mais aussi pour faire partager notre écosystème. Et puis nous, on a des expériences en Bretagne, on en a dans le Sud, et on peut, avec nos partenaires, justement, participer à ces duplications de projets. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup, Benjamin Collin. Alors justement, pour illustrer vos propos sur l'importance de l'innovation locale, je voudrais à présent donner la parole à deux personnalités qui incarnent cette richesse des associations dans les territoires. Et je vais tout d'abord donner la parole à Françoise Magère, qui est avec nous à distance. Bonjour Françoise Magère. Bonjour. Alors peut-être branchez votre micro, parce que je ne vous entends pas. Cette crise a fortement agité et mobilisé, vous m'entendez? Alors je ne vous entends toujours pas, je suis désolé, je n'ai pas de retour. Le micro est ouvert. Alors peut-être Françoise Magère, je vais prendre le risque de vous poser la première question, en tout cas la question que j'avais prévu de vous poser. Donc vous êtes président de l'Uriops Grand Est, l'une des deux Uriops partenaires de notre première émission. En quoi cette Web TV peut-elle contribuer à renforcer cette fameuse innovation associative selon vous? Eh bien, cette crise a fortement agité et mobilisé notre environnement et notamment les associations du secteur de la solidarité. Les acteurs de terrain ont prouvé leur capacité à s'adapter, à innover, en apportant des réponses souples, concrètes, construites dans l'urgence, bien souvent, et à plus long terme. Et ce potentiel créatif, ces pépites d'expériences novatrices, se doivent d'être partagées et valorisées. Nous vivons une vraie opportunité pour nous réinventer, pour être plus visible du grand public, pour renforcer notre action, pour que notre utilité sociale soit vraiment reconnue. Les collaborations, les échanges d'expériences contribuent à soutenir cette énergie entre tous les acteurs de terrain. Et pour aller plus loin, nouvelle télé mettra du contribuer. Très bien, je vous remercie Françoise. Je vais maintenant donner la parole à Annette Glovacki, présidente de Uriops Hauts-de-France, la deuxième Uriops partenaire de notre émission. Annette, que représente pour vous la création de Solidarité TV, la chaîne du réseau Uniops Uriops? Eh bien, d'abord, vraiment un levier d'innovation. Et ensuite, je vais m'associer aux propos de Françoise et dire combien nous pensons que cette Web TV peut renforcer l'action des associations et dire toute ma satisfaction en ce qui me concerne, qu'elle soit ouverte au grand public. Nous voyons bien aujourd'hui combien notre société, combien notre démocratie est fragile. Nous assistons à ces fractures et à ces défiances, quels que soient d'ailleurs ceux qui les agitent. Et bâtir une société plus juste, plus inclusive, demande l'engagement de chacun. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité des associations, en dehors de leur capacité à animer des territoires, à rejoindre les citoyens pour les éclairer, pour les informer, pour les mobiliser, pour les rassembler. Voilà. Nous savons que la société, quand elle est portée,
au-delà de ces difficultés, peut produire des engagements forts. Les terres de Hauts-de-France l'ont souvent prouvé. Voilà, donc je formule des vœux pour cette chaîne TV et je formule des vœux pour qu'elle tienne cette capacité à rassembler, à mobiliser au service des solidarités. C'est en tout cas l'engagement que je prends pour les Hauts-de-France. D'accord, merci beaucoup Annette, merci beaucoup. Alors mesdames, messieurs, je vous remercie pour toutes ces contributions. Nous allons maintenant passer à notre deuxième séquence intitulée « Innovation, de quoi parle-t-on ?» Un questionnement en forme de fil rouge pour toute notre émission. Avant de retrouver nos prochains invités, en guise d'introduction, nous avons demandé à plusieurs acteurs associatifs de nous donner leur définition de l'innovation. Un reportage riche d'enseignements signé Quentin Wallon-Leduc. Pour moi, l'innovation sociale, c'est à mi-chemin entre la rénovation et la révolution. On est effectivement, on n'est pas dans la simple rénovation de façade où on va apporter par petites touches une évolution de nos structures. On n'est pas non plus dans la révolution, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'existant. Pour moi, dans ce dispositif, ou en tout cas dans l'innovation sociale, on est entre les deux. On est dans quelque chose qui va nous apporter de forts changements, mais en s'appuyant sur de l'existant, des choses qui sont ancrées dans la prise en charge des personnes dépendantes. Pour définir l'innovation, je reprendrai une des valeurs fondamentales du GAPAS, qui est l'utopie nécessaire. L'utopie, pour nous, au GAPAS, c'est ce qui n'a pas encore été réalisé, ce n'est pas ce qui n'est pas réalisable. Et pour nous, l'innovation passe par cela, d'avoir vraiment la possibilité de mettre en pratique, de mettre en œuvre ce qui nous semble fondamental au regard des valeurs qu'on défend. L'innovation, pour moi, ça serait du côté de la diversification. C'est-à-dire que dans nos champs de l'éducation spéciale, on a tendance à être plus souvent axé sur des projets qui sont, on va dire, classiques, des projets personnalisés, de l'entrée de l'enfant à sa sortie. On n'oublie pas ce projet-là, mais pour autant, on innove en permettant des rencontres qui ne seraient pas forcément des rencontres que l'on irait chercher si on n'avait pas à l'intérieur de nos murs des artistes qui seraient en résidence. Donc l'innovation, elle se situerait plutôt dans cette diversification des rencontres. Pour moi, l'innovation, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je pense qu'elle peut exister à partir du moment où on est à l'écoute et où on co-construit les projets avec les publics qu'on peut appeler en temps normal bénéficiaires. Nous, c'est un terme qu'on n'aime pas. On essaie vraiment de penser toutes nos actions main dans la main avec les personnes et de leur permettre en fait d'agir, de s'en emparer, d'être force de proposition, de les accompagner en fait dans le montage d'idées et de projets. Donc je pense que ça, c'est une condition indispensable à l'innovation sociale. Alors après ces témoignages très éclairants, passons donc à notre deuxième séquence intitulée « Innovation sociale, de quoi parle-t-on » Pour répondre à cette question, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Elisabetta Buccolo, sociologue et maître de conférence au CNAM, et Yves Darnaud, délégué général de l'espace recherche et prospective, deux contributeurs de l'ouvrage de l'UNIOPS, Les associations réinventent l'innovation. Alors ce document est présenté, alors je le montre à l'écran, il est présenté en exclusivité puisqu'il paraît aujourd'hui. Et il aborde en profondeur cette thématique complexe qu'est l'innovation sociale. Je vous précise que vous pouvez vous procurer cet ouvrage dès maintenant en vous rendant sur le site web de l'UNIOPS. Alors, je vais, pour commencer nos échanges, je vais me tourner vers Elisabetta Buccolo. Les associations réinventent l'innovation. Donc cet ouvrage propose une vision très globale de la notion d'innovation, avec de nombreux témoignages, des exemples. Pourquoi, en tant qu'universitaire, universitaire de renom, avoir souhaité participer à ces riches travaux ? Tout d'abord, il faut saluer le travail collectif qui a été produit par l'UNIOPS pour produire ce cahier. Ce cahier montre bien qu'il présente les innovations sociales et permet d'aborder de front la notion d'innovation dans tous ses ancrages historiques, dans les différentes approches et ses usages. Et à la lecture des trois parties, on comprend bien que l'association n'est pas solvable ni dans l'entreprise ni dans l'entrepreneuriat social sous prétexte d'innovation.
D'ailleurs, je pense qu'en mettant en exergue l'innovation sociale, les innovations sociales telles qu'elles ont été amenées, portées par les associations adhérentes à l'Union, ces cahiers permettent une réelle valorisation de la capacité d'agir des acteurs associatifs pour changer leurs pratiques et pour poser des questions sociétales. Les nombreux exemples donnent vraiment une vision qui rompt avec cet imaginaire collectif assez routinière et standardisé des associations, notamment du milieu du médico-social et social. Alors, personnellement, pourquoi ça m'a intéressé de travailler à ces cahiers? Parce que ça représente vraiment une façon de concevoir la recherche à laquelle j'adhère, c'est-à-dire le fait de pouvoir amener des savoirs pluriels. Quand on regarde les cahiers, en fait, il y a à la fois des textes universitaires et des textes qui viennent des initiatives de terrain, des acteurs de terrain. Et donc cette articulation donne une notion complète de ce qu'est l'innovation qui sera utile au lecteur, soit-il associatif que d'ailleurs chercheur. D'accord, très bien. Alors justement, un acteur de terrain, j'en profite pour basculer et donner la parole, me tourner vers Yves Darnaud. Donc vous avez aussi largement contribué à ce cahier de l'UNIOPS. Quelle est selon vous, alors un peu la même question, la valeur de cet ouvrage? Oui, alors je crois qu'Elisabetta vient de dire, c'est d'abord de croiser des travaux de recherche, d'universitaires, d'experts, avec des réflexions qui sont issues des milieux de pratique, du terrain, d'acteurs de terrain. C'est aussi pour mieux cerner les différentes facettes de l'innovation, faire valoir, montrer la valeur de cette capacité des associations, de ces acteurs de terrain, de ces milieux de pratique, à penser le futur, à mener des réflexions prospectives, notamment en questionnant le sens, les finalités de l'innovation, le pourquoi on innove, en s'appuyant sur des pratiques de terrain, en s'appuyant sur des expériences, sur une connaissance du terrain, avec des savoir-être, des savoir-faire à l'épreuve de la réalité. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec les URIOPS d'ARA, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de PACA, c'est de mettre la focale sur les finalités, le sens de l'innovation, à partir de scénarios du futur, de modèles d'action qui donnent à voir des orientations assez différentes selon les associations en matière d'innovation. Et nous avons mis aussi la focale sur les modalités, les modes opératoires, sur les leviers qui rendent possible l'innovation, notamment sur la plus-value du penser et de l'agir collectif. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup Yves Darnaud et je voudrais maintenant donner la parole à un partenaire important en fait de cette initiative, puisqu'il y en a deux. Il y a la Fondation du Crédit Coopératif, mais aussi les banques populaires. Et Philippe Roland, en fait, vous êtes représentant des banques populaires qui a beaucoup soutenu ce cahier de l'UNIOPS. Alors, la question que je voulais vous poser, donc vous êtes responsable des marchés ESS et institutionnels au sein des banques populaires. Pourquoi avoir choisi de soutenir cet ouvrage? Bonjour à tous, merci Antoine. Eh bien d'abord, tout simplement parce qu'en fait, les banques populaires sont d'importantes parties prenantes de l'accompagnement de l'innovation. Donc elles sont historiquement le premier réseau bancaire en fait, qui a soutenu l'accompagnement de l'innovation en France avec les premières enveloppes de la BUI qui ont été distribuées. Et du coup, elles se sont structurées avec une filière aujourd'hui et donc une expertise qui est vraiment en proximité pour soutenir ces projets locaux. Et donc, il y a une formation spécifique aujourd'hui qui, d'ailleurs, permet de lever l'idée que l'innovation, ce n'est que de la technologie. Il y a bien, en fait, dans cette formation, un volet qui comporte, bien sûr, tout ce qui est innovation sociale qui est intégré, puisqu'il y a des formes de logement qu'on évoquait assez rapidement tout à l'heure. Et donc, dès qu'on a entendu parler de ce projet à l'occasion du club des partenaires en 2019, on a décidé de le porter et de soutenir, puisqu'en fait, il vient permettre d'élargir la vision qu'il faut avoir sur ce sujet assez important de l'innovation sociale qui, lui, va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir, parce qu'on parlera bientôt de plus en plus de performances extra-financières aussi. Et ça, typiquement, les associations sont très fortes sur le sujet. D'accord, donc ça c'est un autre sujet, mais je vous remercie beaucoup pour ces propos. Merci beaucoup Philippe. Alors je vais me tourner à présent vers Elisabetta Bucolo. Donc si on rentre dans le cœur de cet ouvrage, l'ouvrage UNIOPS s'intéresse à la notion d'innovation. Mais est-ce que la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il existe une définition de l'innovation sociale? Je sais que c'est un débat depuis de nombreuses années, donc je voudrais vous poser la question et en discuter avec vous.
Alors, en effet, il n'existe pas un concept stabilisé de l'innovation sociale. On peut dire que c'est une notion polysémique et qui a la particularité d'être appropriée, utilisée par différents émetteurs et dans différents milieux. Donc, les universitaires, les pouvoirs publics, les acteurs de la société civile, voire les entreprises. Ce qui lui a donné un succès certain et a fait aussi qu'aujourd'hui, elle bénéficie d'une aura assez positive. Si on veut quand même donner des caractérisations de l'innovation sociale, d'ailleurs dans les associations, on peut dire avant tout qu'il s'agit d'une action intentionnelle. Une action intentionnelle qui est portée par des acteurs sociaux pour modifier leurs pratiques de travail, pour imaginer des formes de gouvernance plus démocratiques, pour imaginer des ancrages territoriaux avec des partenariats inédits et de partenariats éventuellement avec les pouvoirs publics. Donc en ceci, on peut dire qu'il y a également deux approches dominantes, si on veut simplifier. Une approche qui est plus pragmatique, qui est de dire que l'innovation sociale a comme finalité celle de répondre à des besoins sociaux. Et une autre, par contre, qui va plus loin et qui considère que l'innovation sociale doit répondre également à des aspirations de transformation sociale. Donc, c'est une approche plus politique. Autrement dit, ça veut dire que, bien sûr, il faut se poser la question de comment on va répondre à des besoins sociaux. Mais il faut également se poser la question de comment la société doit agir pour ne plus produire ces besoins. Donc, on passe d'une vision qui est plus réductionniste à quelque chose qui vise des changements plus en profondeur de nos sociétés. D'accord, très bien. On évoquera cette question du changement d'échelle aussi dans une prochaine question. Mais Yves Darnaud, justement, c'est une question très simple. C'est quoi pour vous, justement, l'innovation ? Oui, alors on va faire très simple. Eh bien, c'est être acteur du changement. C'est être sujet, acteur du changement. C'est avoir la capacité de le concevoir, de le piloter, de l'accompagner et de l'assumer plutôt que subir le changement. C'est aussi une façon de se rappeler que la vie, que l'être humain, que la vie en société, ça s'invente à chaque instant. Et pour ça, c'est important de faire référence déjà, de tirer les enseignements à ce qui marche. Ensuite, c'est aussi s'intéresser à tous les phénomènes émergents qui donnent à voir des choses intéressantes pour le futur. Et puis, j'ai envie de dire aussi, c'est avoir cette capacité à faire face aux bouleversements de notre société. Et ils sont nombreux. Avec humilité, avec lucidité, avec agilité, avec humanité, à faire face à un environnement où tout s'accélère, où tout devient compliqué, il y a de l'imprévisibilité, il y a de l'incertitude, à faire face aux inerties, aux blocages, aux résistances au changement, à des ambiances parfois morbides, mortifères, déprimées de certaines sphères opérationnelles. Donc voilà, c'est cet ensemble de choses qui fait qu'à un moment donné, on est confronté aussi, pour innover, au stress, à des tensions multiples qui impactent nos pratiques. Et c'est peut-être finalement participer au réenchantement de la vie de l'être humain et de la vie en société en partageant un petit peu plus des énergies, des désirs, des émotions positives, notamment le plaisir d'être, de penser et d'agir plus ensemble avec des personnes accompagnées et des acteurs de la société civile. D'accord, très bien. C'est une très très belle définition. Beaucoup plus large, moins universitaire, mais très belle. Alors Elisabetta Bucolo, je reviens vers vous pour aborder cette question de l'innovation à la limite de la norme. Innover, ça évoqué dans l'ouvrage, hein, c'est parfois se situer à la limite de la norme, ou du moins l'adapter à la réalité d'un territoire, d'un contexte. Quelle est la limite pour rester crédible justement dans cette adaptation, pour rester crédible vis-à-vis des pouvoirs publics ? Certainement, les pouvoirs publics ont leur référentiel propre pour définir l'innovation sociale. Et d'ailleurs, ils les mobilisent, par exemple, dans les appels à projets innovants, qui sont de plus en plus fréquents d'ailleurs. Mais ceci forcément oblige les associations à s'y adapter et à y répondre pour éventuellement bénéficier des financements. Mais par contre, à mon sens, ça va contre l'idée même d'innovation sociale qui recèle en elle une idée justement de hors norme. C'est-à-dire que
quand il y a un besoin qui se présente, une situation nouvelle, il n'y a pas des lignes préétablies, il n'y a pas des financements fléchés, il n'y a pas des compétences identifiées. Et donc, il est à la capacité des professionnels de créer ces espaces, de remettre en question l'action et de proposer des réponses. Après, la question est de savoir, par rapport au pouvoir public, jusqu'où les pouvoirs publics sont prêts à aller pour intégrer et légitimer ces nouvelles réponses et, encore plus loin, faire reconnaître ces nouvelles réponses ou ces nouvelles questions sociétales ou ces nouvelles situations que les associations ont contribué à faire émerger, les faire reconnaître pour changer les cadres institutionnels, c'est-à-dire les cadres des politiques publiques locales et nationales. Et donc là, effectivement, c'est aux associations non pas de se substituer au pouvoir public pour répondre aux questions, mais d'être force des propositions, voire des pressions pour que certaines questions soient prises en compte. D'accord, très bien. Yves Darnaud, un peu la même question. Quel est votre point de vue sur le sujet? Jusqu'où respecter la norme pour innover? Bon, déjà, on sait ce que produit l'excès de normes, les effets pervers de l'excès de normes. Ça a participé quand même à un certain effacement de la vie associative, à force d'instrumentaliser la gestion des services, des établissements. Ensuite, on voit bien à quel point ça standardise, ça fige, ça surdétermine les pratiques, les organisations, au risque de ce qu'on a appelé ces dernières années l'isomorphisme. C'est que tout le monde va faire pratiquement du même ou reproduit un petit peu les mêmes choses. Donc il faut arriver à s'affranchir de cet excès de normes, il faut revisiter les cadres de l'action et explorer de nouvelles voies. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on analyse les phénomènes émergents, justement, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre de nouveaux modèles d'action. De nouveaux modèles d'action qui libèrent les énergies, qui favorisent l'engagement, qui favorisent les motivations, les ouvertures, qui favorisent les coopérations entre acteurs d'horizons divers, dans des cadres moins contraints, et avec des actions beaucoup mieux coordonnées. Alors, je ne rentrerai pas dans des cas concrets. Il y a de très très belles illustrations dans ce cahier technique qui montrent à quel point ces nouveaux modèles d'action sont intéressants pour dire quelque chose du futur. D'accord, très bien. Alors, une autre question qui est posée dans cet ouvrage, c'est le fameux changement d'échelle. Une innovation a-t-elle forcément vocation à changer d'échelle pour être qualifiée d'innovation ? Je dirais que non, parce qu'en fait, on peut avoir des innovations qui se réalisent dans des espaces macro. On a parlé par exemple d'innovation publique ou des innovations qui ont lieu dans les espaces micro, par exemple au niveau d'une équipe dans un établissement. Par contre, quand on dit innovation, on dit que c'est une expérimentation qui a pu se diffuser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que derrière l'idée d'innovation, il y a une idée de processus en étapes successives. Et ces étapes successives, à mon sens, on peut les caractériser par 3 éléments. D'abord, une dimension collective, ensuite une dimension de dialogue, de confrontation, et en fine, une dimension de long terme. Pourquoi? Parce que finalement, quand une innovation émerge, quand il y a une situation nouvelle, et donc il faut avoir une idée. Certes, on peut dire qu'il y a une personne, 2 personnes qui ont cette idée, mais immédiatement, elles doivent trouver autour d'elles des lieux de discussion, des lieux de débat pour confronter cette première idée et la faire évoluer. Donc on a une dimension collective, on a une dimension de débat, et bien évidemment cette confrontation fait émerger un projet qui doit être expérimenté en effet. Il doit être testé, il doit être mis à l'épreuve. Et ensuite, une fois que cela advient, on voit que ça repart vers des réseaux, vers d'autres associations, que des chercheurs viennent l'étudier, qu'on en relate dans un cahier, qu'on en parle. Et donc, c'est l'innovation qui a diffusé. Or, il y a des associations qui permettent, qui sont facilitatrices de ces processus, qui sont des processus de long terme, malgré tout. Elles sont facilitatrices parce qu'elles ouvrent des espaces de dialogue, parce qu'elles ont une culture de la créativité, ou elles ont aussi une capacité de se savoir défendre dans l'espace public. Et d'autres qui sont par contre plus figées et dans lesquelles effectivement il est plus difficile de mettre en œuvre des processus d'innovation sociale. D'accord, très bien. Alors justement, Yves Darnaud, je vous pose la question de manière
un tout petit peu différente. Est-ce que le changement d'échelle, la taille des associations sont des facteurs déterminants pour innover? Alors, il est peut-être bon de rappeler quand même que ça procède de deux types de volontés politiques. D'une part, des pouvoirs publics, de réduire le nombre d'associations, avoir moins d'interlocuteurs dans le champ associatif, et d'autre part, de la volonté de dirigeants associatifs qui veulent étendre, élargir le périmètre de leur action, développer les moyens, les services, les fonctions support, l'ingénierie, etc., etc. La question qui se pose quand même, c'est on observe une certaine tendance quand même à une évolution vers des structures qui deviennent de plus en plus techno-bureaucratiques, des organisations de plus en plus techno-bureaucratiques, très auto-centrées sur la gestion des services, et pas suffisamment toujours ouvertes sur l'environnement et axées sur les ressources à capter dans l'environnement, notamment pour faire avec davantage la société civile. Alors, il faut se garder de ces schémas un petit peu théoriques, abstraits, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les organisations, les pratiques évoluent de façon importante. Il y a des modèles d'action aujourd'hui qui donnent à voir des hybridations, où on voit par exemple des importantes associations, des superstructures, qui composent avec des petites unités opérationnelles très ancrées dans la vie locale, vraiment immergées dans les réseaux locaux avec tout un tas d'acteurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est là aussi de voir au niveau des phénomènes émergents, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette reconfiguration des dispositifs et des maillages entre associations, entre unités opérationnelles. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie pour ces échanges. Alors, comme prévu, on n'est pas spécialement en avance, mais c'est pas grave. Je vous ai laissé parler, c'était très intéressant. Je vois quand même qu'on a commencé à nous poser des questions. Donc il y a une question internaute qui nous est posée. Je vais vous demander de réagir sur cette question. Alors, je la découvre avec vous. Dans les premiers moments de la crise, les associations ont bénéficié d'une très grande liberté pour innover. Cette période marquera-t-elle un précédent? Elisabetta, c'est quoi votre réponse sur le sujet, sachant que vous avez une petite minute? Alors, pour aller vite, finalement, c'est durant toute l'histoire, en fait, lors des crises, que soit-il financières, sociales et sanitaires comme celles que nous vivons aujourd'hui, on a toujours vu les associations, enfin les acteurs de la société civile prendre les relais et trouver des solutions. Donc, je ne crois pas qu'il y aura problème à que cette liberté, on la lève parce que les associations seront capables de la reprendre pour faire face aux crises éventuelles qui se posent. Par contre, moi, je vois plutôt un danger à cette question, c'est-à-dire que la crise sanitaire que nous vivons a mis en exergue quand même les limites d'un système qui creuse de plus en plus les inégalités et voire les maintient sous prétexte qu'elles sont nécessaires à l'économie des marchés. Et les pouvoirs publics nationaux ou internationaux, dans leur version la plus néolibérale, peuvent être tentés, sous prétexte d'innovation sociale, en faisant appel à la créativité de la société civile, de se dessaisir en fait de leur rôle de protection sociale. Donc il faut quand même que les associations ne tombent pas dans cette forme d'instrumentalisation et qui restent quand même vigilantes, acteurs, dans un rôle plutôt propositionnel que de substitution à l'État. Tout à fait, d'accord, très bien. Yves, est-ce que vous souhaitiez réagir à cette question? Oui, je vais essayer d'être très, très rapide. Ce qui est intéressant, c'est les deux mouvements qu'on observe dans ces périodes de crise d'ampleur. Il y a un premier mouvement, c'est la perte de maîtrise par les pouvoirs institués. On est dépassé. Et le deuxième mouvement, c'est un rebond, c'est un sursaut de la société civile avec des citoyens, voire une majorité de citoyens qui se sentent concernés, qui se réapproprient une part de responsabilité, d'action, qui se mobilisent pour faire front et trouver des solutions ou participer aux remèdes pour traiter la crise.
Ce qui est intéressant dans ce processus, c'est de voir que finalement ces initiatives, ces nouvelles solidarités citoyennes sont encouragées par les pouvoirs publics, moins crispées d'ailleurs sur le respect des cadres, des procédures, et que c'est l'occasion pour des associations de prendre des initiatives dans des espaces plus libres, avoir des marges de manœuvre. Pour la suite, qu'est-ce qui va se passer une fois que la crise sera terminée, il faut l'espérer? Eh bien, ça va dépendre, moi je pense, de la capacité des associations à faire alliance avec la société civile et de la capacité, de la volonté des pouvoirs publics de rénover les cadres de l'action publique. Ça sera au moins deux facteurs déterminants. Les deux gros enjeux à venir. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup pour ces différentes réflexions. Je voudrais vous faire réagir à une intervention vidéo de Jean-Louis Laville, Elisabetta, que vous devez connaître, qui est professeur au CNAM, et qui évoque, dans un entretien qu'on a fait avec lui, la difficulté des associations à être reconnues comme des acteurs de l'innovation. Donc, je vous laisse découvrir ce document et on en parle ensuite. Les associations ne sont pas véritablement perçues comme actrices de l'innovation sociale pour deux raisons principales. La première, c'est ce qui est expliqué dans le livre « Réinventer l'association », c'est que depuis le milieu du 19e siècle et encore plus au 20e siècle, les débats économiques et politiques ont été focalisés sur les entreprises privées d'un côté et le service public de l'autre. Et les associations, finalement, ont été un peu oubliées dans leur spécificité, dans leur originalité pendant tout le 20e siècle. La deuxième raison plus récente, c'est que s'est installée et a été favorisée par une campagne de promotion médiatique et aussi par un soutien important de grandes entreprises privées, une vision plus réparatrice de l'innovation sociale, celle du social business, qui s'est aussi présentée comme étant une solution véritablement professionnelle et managériale contre des associations qui seraient restées dans l'amateurisme. Je pense que c'est ce genre de cliché qu'il faut déconstruire si l'on veut véritablement que les associations soient reconnues comme des acteurs pleinement impliqués dans l'innovation sociale. Je dirais que les associations sont d'autant plus pourvoyeuses d'innovation sociale qu'elles sont en mesure, en leur sein, de préserver des espaces que l'on a appelés des espaces publics de proximité, c'est-à-dire en fait des lieux de délibération dans lesquels les usagers, mais aussi les salariés et les bénévoles, puissent réfléchir à une meilleure adéquation des services qui sont proposés. Et il me semble que c'est à travers cette démarche que les associations peuvent se revendiquer de l'innovation sociale et le réaliser. Alors le problème, c'est que souvent les associations sont trop modestes. C'est-à-dire qu'elles disent « mais ce qu'on fait c'est normal, ça ne peut pas être considéré comme de l'innovation ». Or justement, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre sur le registre de l'innovation et de valoriser ce qui est fait au sein des associations. Elisabetta, qu'est-ce qu'on peut dire de cette intervention de Jean-Louis Laville? Alors, je serais plutôt tentée de répondre sur la dimension démocratique de l'innovation sociale. C'est-à-dire que, comme le disait Jean-Louis Laville, effectivement, dans l'innovation sociale, dans ce processus qu'on a décrit tout à l'heure, il y a des espaces publics, d'échange, de confrontation entre les personnes pour faire émerger l'innovation. Sauf qu'on a souvent une idée très pacifiée de l'innovation sociale. C'est-à-dire qu'on imagine que c'est beau, que c'est bien et que c'est facile. Oui. Et en fait, quand on observe ce qui se passe pour de vrai, on dérange quand on change. On dérange des systèmes, on dérange des organisations, des personnes, des règles et des normes qui sont installées entre les personnes. Et donc, il est clair qu'il y aura des personnes qui vont immédiatement adhérer et d'autres qui vont résister. Et c'est toute la déception de certains porteurs de projets que se voient confrontés à la résistance de leurs collègues, par exemple, alors que ça leur paraissait quelque chose de nouveau, d'intéressant. Or, ça, c'est pas grave. Au contraire, moi, je pense que ces espaces d'échange, de conflits, de controverses amènent à des formes de compromis qui se fondent en valeur. Et si on est d'accord sur l'idée de dire que les associations portent aussi des projets des sociétés dans leurs projets associatifs, ça veut dire qu'il faut des valeurs communes. Et pour avoir des valeurs communes, il faut débattre, il faut discuter, et c'est sur ces valeurs qu'on crée un socle commun pour ensuite greffer éventuellement des changements. Donc cette dimension démocratique, combien même elle ne soit pas évidente et facile, il faut la garder en vie
dans l'innovation sociale. Dans l'innovation sociale, d'accord, très bien. Yves Darnaud, que vous inspire cette intervention de Jean-Louis Laville? Moi, il y a au moins 2 points sur lesquels très riche, hein. je suis complètement d'accord avec ces propos. Le premier, c'est l'effacement de la vie associative depuis un siècle. Et puis, deuxièmement, c'est la nécessité impérieuse de participer à cette transformation de la vie en société. Les réponses apportées à des personnes, à des familles en difficulté, en situation de vulnérabilité, doivent s'inscrire dans un environnement plus large, dans une action plus globale qui vise le mieux vivre ensemble, qui vise la solidarité, la citoyenneté, la démocratie aussi. Et là, on aborde la question de fond pour moi. Et ce qu'on a pu partager avec les collègues dans certains groupes de travail était vraiment très, très intéressant. On se rend compte que ce qu'il faut développer, c'est vraiment les savoir-être, autant que les savoir-faire. C'est développer les compétences comportementales. Ces compétences comportementales qui favorisent les rapports humains, qui favorisent les rapports sociaux, qui favorisent les rapports professionnels, qui favorisent l'intelligence collective, le fait de penser et d'agir ensemble. On se recentre sur l'intelligence du cœur qui donne tout son sens aux rationalités de l'action, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit technique. Et on voit bien là qu'il y a un enjeu majeur, si on veut faire du lien social. Pour ce faire, il faut qu'on intègre davantage dans nos pratiques, dans notre culture professionnelle, associative, les neurosciences affectives et sociales. On parle beaucoup, on connaît bien les neurosciences cognitives en France, depuis très longtemps. Ouais. Là, c'est beaucoup plus récent, alors que les Américains, Harvard, depuis 20 ans, 25 ans, ont beaucoup travaillé là-dessus. Et là, on est sur quelque chose d'essentiel, parce que je crois que c'est ce qui va nous permettre, et c'est ce qui va permettre aux associations de retrouver ou d'avoir ce supplément d'âme, qui contribue à un plus d'humanité, à un plus de solidarité, un plus de citoyenneté, pour mieux faire association et pour mieux faire société. D'accord, très bien. Écoutez, sur ces très bons mots, je vous remercie à tous les deux, Elisabetta, Yves, et je vous propose que nous passions à notre prochaine séquence dans laquelle nous analyserons comment toutes ces innovations se déclinent dans les territoires, en particulier dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Mais avant cela, je vous propose de découvrir une très belle initiative menée dans le Nord par la Masse Le Hameau. Reportage. Bonjour. Vous êtes madame? Habituellement, ce sont les équipes de direction qui recrutent. Donc les équipes de direction, le directeur, les cadres. Et ici au hameau, on a voulu faire participer réellement les gens au processus de recrutement. Les recruteurs, là, ils vont nous apporter quelque chose de différent parce qu'ils vont aller chercher des aptitudes qu'habituellement on ne recherche pas chez un candidat. Il y avait une première question à vous poser. Je voudrais savoir si vous connaissez les différents moyens de communication qui existent. Je connais les pictogrammes en fait, un cahier de... Ensuite, il y a la synthèse vocale. Comme Aurélien, par exemple. Oui. Et si vraiment, s'il n'y a pas de moyens de communication, il y a beaucoup, je pense, j'observe tout ce qui est regard, les gestes, les expressions du visage. Ça vous convient comme réponse? Est-ce que vous avez des questions à poser? Ça fait combien de temps que vous recrutez avec les recruteurs en question? Cette action, elle est innovante pour nous dans le sens où elle fait vraiment participer les personnes. On donne la parole aux gens sur des choses essentielles qui concernent leur vie courante, leur vie de tous les jours. Attends, il faut que je retienne toute la phrase. Alors, nous sommes les premiers en France à recruter. Et oui, et donc ça vient de Suède. L'idée, effectivement, sont précurseurs là-bas au niveau de la Suède, à faire en sorte que ce soit eux vraiment qui soient acteurs complets de leur projet de vie, tout simplement.
Donc là, ce qui va se passer, c'est que les recruteurs vont se réunir, mais c'est eux en fait qui donnent la délibération. Et il y a Aurélien qui disait... Merci. Voilà, merci à vous. C'est quelque chose qui nous a semblé de toute façon innovant, pas irréalisable, assez simple à mettre en œuvre dès l'instant où on y met les moyens. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors nous avons longuement évoqué lors de notre plateau précédent ce que pouvait être l'innovation sociale avec Yves et Elisabeth, mais quelle est sa réalité dans les territoires, en particulier dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Pour échanger sur le sujet, nous accueillons sur ce plateau Ahmed Egazi, directeur de l'URIOPS Hauts-de-France. Merci Ahmed d'être à nos côtés. Et Catherine Imbert, directrice de l'URIOPS Grand Est. Alors Ahmed, nous avons vu lors du précédent reportage dans le Nord que les associations innovent depuis longtemps et n'ont pas attendu la crise pour le faire. Mais la crise a quand même accéléré un peu la tendance qui s'est amplifiée. Dans quel domaine ces innovations sont-elles les plus notables ? Alors effectivement, dans ce contexte de crise, on a des effets qui étaient davantage de l'ordre de l'adaptation. Bien sûr. Il y a un premier effet que j'ai envie d'évoquer, on a parlé tout à l'heure de la question des territoires, c'est la coopération qui s'est mise en œuvre dans les territoires entre les différents acteurs associatifs. Assez rapidement, on a vu que sur un même territoire, des acteurs intervenant dans des champs très différents se sont mis en lien pour voir ce qu'il était possible de mutualiser. Il y a eu de la mutualisation de personnel avec des personnels intervenant normalement dans des établissements fermés ou intervenant par exemple en milieu ouvert qui se sont rendus disponibles pour intervenir là où il y avait des besoins de renfort en personnel. On a aussi vu... On l'a vu dans le secteur de la protection de l'enfance. Hein, ça a été le cas dans le secteur de la protection de l'enfance, ça a été le cas dans le champ du handicap, ça a été le cas dans pas mal de secteurs en réalité. On a vu aussi sur des aspects beaucoup plus fonctionnels, des commandes groupées par exemple, d'équipements de protection individuelle. Ça peut paraître anodin, mais à un moment où il y avait une pénurie et des montants minimums de commandes par exemple, qui rendaient difficiles les commandes pour les plus petites associations, il y a une solidarité qui s'est installée entre acteurs associatifs justement pour que tout le monde puisse s'adapter. Alors, c'est peut-être pas de l'innovation au sens strict du terme, mais en tout cas, je trouve que ça vient bien illustrer finalement à la fois l'agilité, la réactivité du secteur associatif et en se fondant sur les valeurs de solidarité, encore une fois, qui sont portées par nos adhérents. Par vos adhérents, d'accord, très bien. Alors en matière d'accompagnement également, les acteurs, les associations ont beaucoup innové. Hein. Alors c'était essentiellement lié au confinement, mais est-ce que tous les secteurs ont été touchés de la même manière par ces évolutions justement des modes d'accompagnement des personnes fragiles ? Alors, évidemment, en fonction de leur spécificité, ils ont été touchés de façon assez différente. J'ai envie de prendre un exemple, on ne pourra peut-être pas balayer tous les champs, mais on a par exemple des acteurs, des adhérents dans le champ de la prévention spécialisée qui nous disaient, là où notre travail quotidien, il était d'être au contact des jeunes là où ils sont, et le plus souvent dans la rue finalement, en période de confinement, par définition, il n'y avait plus personne dans la rue, il n'y avait plus ces espaces de contact, et donc ça a amené les acteurs de la prévention spécialisée à adapter les accompagnements sur, par exemple, de la visioconférence, sur des réseaux sociaux, etc. Le fait d'être en visioconférence, par exemple, les adhérents nous ont dit que ça les amenait à être beaucoup plus en contact avec les familles que ça n'était le cas auparavant, et donc la possibilité d'aller travailler sur des sujets qui étaient peut-être plus difficilement exploitables ou travaillables précédemment. On a aussi vu quelques associations qui ont pris le parti de complètement adapter leur activité, certaines par exemple pour lutter contre la fracture numérique, alors qu'elles étaient plutôt dans un travail d'accompagnement, ont récupéré tout un stock de matériel informatique pour le mettre à disposition des familles et permettre aux enfants de, par exemple, pouvoir suivre les cours ou aux personnes de réaliser un certain nombre de démarches. Donc les exemples peuvent être extrêmement nombreux, mais là aussi ce qui est intéressant de noter, c'est une capacité à dire on va changer un petit peu l'angle de nos missions, on va compléter les missions qu'on fait habituellement, et deuxièmement aussi l'adaptabilité des professionnels qui
se sont effectivement adaptés et identifié des nouveaux moyens d'accompagner les personnes. D'accord, alors justement, un certain nombre d'initiatives sont tout à fait liées à la crise, mais est-ce que maintenant que les actions ont été menées, est-ce qu'elles ont des chances, dans leur grande majorité, de perdurer, ou est-ce que c'était vraiment une parenthèse et en fait, une fois que la crise sera terminée, alors je m'avance un peu parce qu'on ne sait jamais quand elle sera terminée cette crise, mais est-ce qu'il y a des chances qu'on revienne à la situation d'avant ? Alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question, puisque effectivement si vous avez une boule de cristal, voilà. Oui. Je l'ai malheureusement pas. Et puis il y a un paradoxe, on est à la fois tenté d'en parler au passé, mais on est aussi encore en plein dedans. Alors j'ai envie de répondre un peu à, alors, évidemment c'est très compliqué de répondre, mais répondre un peu à rebours de votre question avec peut-être un point de vigilance. On s'est effectivement largement adapté. Quand je dis on, les associations de terrain se sont assez largement adaptées. Il faut aussi avoir en tête qu'on a beaucoup fonctionné en mode dégradé quand même. Ce que j'appelle mode dégradé, c'est des ressources qui étaient limitées, l'impossibilité de faire comme on aurait tout à fait souhaité le faire. Et il ne faudrait pas finalement que ce mode dégradé devienne un mode un petit peu normal, en se disant finalement ça a fonctionné. Si on prend un exemple extrêmement concret, ou si on vient illustrer ça, on a pu entendre, moi je trouve de façon un petit peu cynique, que ce confinement allait accélérer le virage inclusif. Il y a effectivement un certain nombre de personnes qui sont restées à domicile plus que d'habitude. Il y a effectivement des situations où ça s'est bien passé. On a aussi beaucoup parlé des questions d'isolement et on a objectivement pas beaucoup de recul sur ce que ça a pu produire. Donc peut-être pointer d'une part l'enjeu d'avoir une observation un peu distanciée et quand même un peu sur le long terme de ces phénomènes, et puis d'en profiter pour aussi repointer quand même certaines exigences. Si je refais le lien avec le sujet précédent de l'inclusion, évidemment sans être réfractaire, bien au contraire, mais on a vu que par exemple les acteurs de l'aide à domicile, qui sont des acteurs qui sont absolument essentiels dans ce virage, eux ont été en très forte difficulté pendant cette période de crise. Donc voilà, vigilance, observation, évidemment garder ce qui a bien fonctionné et le meilleur et continuer à capitaliser dessus, mais rappelons-nous aussi quelles sont les exigences de l'accompagnement des personnes. Très bien, je vous remercie beaucoup Ahmed. Alors, dans les Hauts-de-France, on a innové, mais dans le Grand Est aussi, on a innové. Catherine Imbert, vous êtes directrice de RUIOPS Grand Est, donc vous êtes particulièrement bien placée pour observer les innovations associatives en cours, sans forcément dresser un panorama de tout ce qui s'est passé durant la crise, parce que malheureusement, on n'aura pas le temps. Quelles sont les innovations les plus significatives dans le Grand Est ? Oui, eh bien c'est vrai que si on a une acceptation vraiment large de la notion d'innovation, on en viendra à repérer beaucoup de choses. On n'a pas pu tout repérer et il y a encore des choses. Une 10 heures. Oui. Voilà, on pourra encore repérer beaucoup de choses. C'est pour dire que je ne peux pas être exhaustive, c'est clair. Mais ce qui est peut-être surprenant, et Ahmed en a parlé, c'est l'accélération malgré tout de l'utilisation du numérique pour des accompagnements, pour maintenir du lien. Et ça a vraiment été important parce que c'est quand même qui était très réfractaire à cette utilisation de ces nouveaux canaux. Donc le canal existait, mais les contenus, il fallait les réinventer au jour le jour en fonction des situations, et ça, c'est vraiment une révolution dans les pratiques sociales, il me semble, que ce soit des bénévoles ou que ce soit des professionnels. Autre chose aussi, liée un peu au numérique, c'est la mobilisation des réseaux sociaux sur les territoires, mais pour constituer un réseau de partenaires locaux. Alors ça, je trouve ça très nouveau, parce que justement, l'association, elle a vocation à réunir sur son territoire, mais là, elle a utilisé des moyens tels que les réseaux sociaux. Et puis, autre chose également, c'est, alors un peu à l'inverse de cela, c'est l'idée de mettre en place une équipe dédiée qui va faire un accompagnement sur du moyen et long terme en fonction de la situation. On parlait d'enfants pendant les vacances scolaires, par exemple, de Pâques, qui n'ont pas pu partir. Eh bien, il y a des équipes dédiées qui se sont occupées de ces enfants. Résultat, beaucoup moins de stress et moins de rupture de parcours en quelque sorte, puisqu'ils étaient en quelque sorte confinés. Ça, c'est aussi, il me semble, assez notable. Et puis, je dirais la dernière chose, c'est que dans cette période-là, eh bien, tout compte fait, les associations ont pu innover, mais sans avoir à répondre à des appels d'offres, parce qu'elles n'en avaient pas le temps de toute façon. Certaines non plus, mais certaines ont eu les moyens, les ressources d'innover sans appel d'offres. Voilà. D'accord, très bien. Alors justement,
innover, c'est à la portée d'un certain nombre d'acteurs associatifs, mais ce n'est pas à la portée de tous les acteurs associatifs. Et il y a des associations qui souhaitent innover, mais qui ont du mal. Comment est-ce qu'on peut concrètement les aider à innover? C'est une question compliquée, ça. Oui, c'est une question compliquée, mais alors je vais répondre avec peut-être une solution. C'est très bien. Une solution que tout le monde a, qui a été très utilisée, c'est la recherche-action. En fait, c'est une démarche que l'on utilise beaucoup moins en ce moment, parce qu'on n'a pas le temps, pas les moyens financiers. La formation flèche des moyens sur la formation individuelle et non pas sur des compétences plus collectives, justement, et puis voire même sur une compétence liée à l'innovation qui n'existe pas. Donc là-dessus, en effet, je me dis que les structures soient elles-mêmes en capacité d'innover avec de l'expérimentation locale et en redéveloppement après en interne. Et puis autre chose, ce sont malgré tout des aides financières, bien entendu, et on voit bien qu'on a différents niveaux de financement et qu'on peut trouver des moyens pour 2 000 euros, pour 10 000 euros. Quand on passe à 100 000 ou 1 million, eh bien, on n'a pas la trésorerie suffisante. Donc, je dirais recentrer les moyens sur les besoins et non pas sur les capacités financières des structures, ce qui donnerait d'ailleurs l'occasion, je parle pour ma chapelle, entre guillemets, de mobiliser les têtes de réseau qui n'ont pas des grosses surfaces financières et qui pourraient porter des projets plus larges. Et puis, alors, je vais dire aussi quelque chose un peu particulier, mais c'est vrai qu'avec un contexte organisationnel stable, c'est plus facile d'innover. La crise, elle a fait que le temps était suspendu, donc tout s'est arrêté. On a pu réinventer d'autres choses, mais avec un contexte organisationnel, donc sans modification de management, de réorganisation financière et autres, c'est plus facile pour innover. Voilà. D'accord, merci beaucoup Catherine Humbert. Alors justement, on a évoqué les grands enjeux de l'innovation dans la région du Grand Est. Pour illustrer vos propos, moi je voudrais évoquer le projet Domicile Vallée, le premier centre de formation d'apprentis consacré au métier du domicile. Cette structure a ouvert ses portes fin 2020. Elle est le résultat d'une collaboration fructueuse entre l'organisme de formation IRFA Est et le réseau associatif APA. Pour raconter cette belle initiative, je vais donner la parole à Marine Béringer, présente à distance. Bonjour Marine Béringer. Bonjour. Alors Marine Béringer, vous êtes responsable de l'évolution des carrières et des compétences au sein du réseau APA. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est ce projet Domicile Vallée ? Alors, le réseau APA, c'est un réseau d'entreprises associatives qui intervient dans le champ social, médico-social et sanitaire. Donc, au cours des 20 dernières années, nous recrutions essentiellement des personnes en réorientation, après une première partie de carrière en fait dans l'industrie, la restauration ou la distribution. Aujourd'hui, pour remplir nos besoins croissants en personnel, nous avons besoin d'attirer des jeunes et il fallait donc les préparer à nos métiers, à une vie professionnelle et aussi créer chez eux en fait des vocations. Donc, nous avions la volonté de travailler sur ce projet avec notre partenaire que vous avez cité tout à l'heure, donc l'IRFA Est, organisme de formation expert dans les services à la personne. Et la loi sur la formation professionnelle, en fait, nous permet désormais de transformer un organisme de formation en CFA. Donc, c'est tout naturellement qu'on a saisi cette opportunité. Donc, c'était un vrai plus pour nous de pouvoir innover, créer ce CFA sur mesure selon nos propres besoins, en fait, et nos attentes. Et nous avons voulu proposer une offre de formation riche qui permettait de former les jeunes au métier, mais aussi de les accompagner dans leur insertion professionnelle. Donc, le CFA ouvert en novembre 2020, vous en parlez tout à l'heure, en pleine crise sanitaire. Et c'est grâce, en fait, à la coopération entre de nombreux partenaires que ce projet a pu aboutir. Donc, l'IRFAS, bien évidemment, mais aussi la Mahatma Gandhi International School, Élan Sportif, la méthode Anne-Marie Guénard et l'auto-école Larger. Tout ça n'a pas pu aboutir tout seul. D'accord, très bien. Alors justement, comment fonctionne ce centre très concrètement ? Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les apprentis qui sont dans ce centre, qui sont ravis de ce qu'elles font, parce qu'elles sont majoritairement filles. Voilà. Mais comment, parce que l'offre de formation est très large dans ce centre, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment tout ça fonctionne ? Oui. Donc, Domicile Vallée, en fait, propose 2 formations en apprentissage dans les services à la personne. Donc, c'est dédié aux jeunes de 16 à 29 ans qui sont souvent novices, en fait, dans le milieu professionnel, mais qui souhaitent s'investir dans une formation et dans un nouveau métier. Donc, actuellement, on accompagne plus de 30 apprentis, dont un homme, et on a souhaité un accompagnement, en fait, à 360 degrés. Donc, j'entends par là, on les forme au métier via une pédagogie innovante grâce à la Mahatma Gandhi International School. On leur propose aussi des mises en situation professionnelles qui sont réalisées dans des plateaux techniques qui leur permettent vraiment de maîtriser les gestes du quotidien. Ils bénéficient aussi de cours de sport chaque semaine. Donc, c'est un lieu en fait pour évacuer les émotions, mais aussi asseoir leurs conditions physiques ou créer de la cohésion de groupe.
On a aussi voulu les sensibiliser à l'orthographe, à la grammaire et même à des cours de théâtre qui sont inclus dans le parcours de formation pour développer leur confiance en soi. On parlait tout à l'heure de soft skills. Un élément important pour nous, c'était de financer en fait la passation du permis de conduire. Donc aucun frais pour les jeunes pour passer leur permis, et ce qui permet en fait de développer leur employabilité dès la réussite en fait de leur diplôme. Et enfin, le rythme d'alternance, donc 1 semaine en centre et 3 semaines en entreprise, offre aux apprentis la possibilité d'intervenir au domicile dans des situations nouvelles et parfois complexes. Donc le tuteur en fait a un rôle prédominant dans l'apprentissage du métier pour les écouter, aider, les rassurer. Et ce lien constant entre tuteur, apprenti et CFA renforce vraiment la réussite de ces jeunes. D'accord, très bien. Alors justement, c'est quoi les bénéfices de ce centre pour les jeunes d'apprentis, mais aussi pour vous, parce que on sait que le secteur du domicile peine parfois à recruter, et en tout cas à recruter durablement. Est-ce que justement la création de ce centre répond à cette problématique-là ? On l'espère, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet, puisque Domicile Vallée va offrir en fait un cursus de formation vraiment complet. Innovant dans le secteur et avec un vrai accompagnement en fait, social dans la vie professionnelle. Donc en se formant très tôt dans la profession, ces apprentis auront beaucoup plus de chances de s'inscrire durablement dans le secteur. On sait que le secteur de l'aide à la personne est un secteur très porteur, qui offre de vraies perspectives professionnelles, mais qui attire très peu les jeunes. Donc nous, de notre côté, une fois diplômés, nous proposerons un CDI à ces jeunes avec une évolution de carrière au sein de nos différentes structures. Donc Domicile Vallée permet au réseau APA en fait, de renforcer à la fois son action d'insertion professionnelle, mais aussi de sa capacité en fait, à venir en aide aux personnes en perte d'autonomie, puisque chaque année, nous pourrons nous appuyer sur ces jeunes recrues, des professionnels volontaires, engagés, formés à nos métiers, formés aussi à nos valeurs, qui pourront répondre à ce besoin exponentiel de personnel et les inscrire chez nous dans la durée. Nous espérons aussi que cette nouvelle génération que nous formons actuellement nous aidera aussi à changer cette image des métiers du domicile et à favoriser la création de vocations. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vois que plusieurs questions nous sont posées, questions internautes nous sont posées. Alors, une question que je vais soumettre à nos invités en plateau. Pendant la crise, les associations ont eu carte blanche pour innover. Comment préserver cette liberté administrative et financière ? On a un peu évoqué cette question déjà, mais peut-être, Ahmed, est-ce que vous souhaitiez réagir à cette question internaute ? Oui, alors carte blanche, j'irai peut-être pas jusqu'à parler de carte blanche. C'est vrai, et Catherine l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu une forme de souplesse finalement qu'on a pu constater pendant cette période de crise. Les exemples sont nombreux, les absences parfois de notifications MDPH, même si on faisait quand même une entrée en établissement, la question des indicateurs, des appels à projets, etc., qui a été mise un petit peu de côté. Donc oui, il y a eu vraiment de la souplesse. C'est intéressant de se positionner sur la question de la liberté, néanmoins, pour pointer l'enjeu de l'innovation. Il y a eu un petit paradoxe ces dernières années, enfin un gros paradoxe même, qui est une attente très forte, voire une injonction des pouvoirs publics à l'innovation de la part des acteurs associatifs, et en même temps presque un carcan administratif et financier. Ça a été très bien dit tout à l'heure par Monsieur Darnaud sur la question des normes. L'UNIOPS l'avait aussi pointé dans sa lettre ouverte sur les CEPOM il y a 2 ans, il me semble. Donc voilà, il y a ce vrai paradoxe, il y a ce besoin de liberté. Alors, comment maintenir cette liberté ? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de constater que pendant la crise, il y a eu beaucoup d'espaces de dialogue, d'échange entre les pouvoirs publics et les acteurs associatifs. Et il y a un enjeu à pouvoir pérenniser un petit peu ces espaces-là, parce que ça a modifié finalement le rapport. Oui, ça a mis à égalité un petit peu, ça vous a mis dans des relations plus partenariales. Absolument, et puis dans une période inédite, ça a amené à peut-être un petit peu plus de co-construction, parce qu'il fallait bien qu'on ajuste en permanence les réponses, même s'il y avait un côté très les consignes nationales, on applique les consignes nationales, mais en tout cas, il y a eu plus de partage. Et peut-être donc capitaliser là-dessus
Peut-être une deuxième dimension qui est celle de l'observation. Je parlais tout à l'heure de l'observation un peu sur le long terme des effets, l'observation des besoins et des problèmes ou des situations insatisfaisantes, pour reprendre un terme qui a été utilisé tout à l'heure, et peut-être un enjeu. On voit très bien dans l'exemple qui a été évoqué à l'instant qu'on est parti d'une difficulté. On n'est pas parti d'une idée, on est parti d'une difficulté qui est difficulté des acteurs du domicile à recruter. Qu'est-ce qu'on met en face comme réponse? Aujourd'hui, les diagnostics sont peut-être pas suffisamment partagés, l'observation elle est peut-être pas suffisamment partagée. D'accord, donc très bien. Espace de dialogue et plus d'observation partagée des situations, et évidemment plus de liberté donnée aux acteurs. D'accord, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer directement à la question, à une autre question internaute et peut-être faire réagir cette fois-ci Catherine en premier. Alors, toutes ces innovations peuvent-elles influencer les politiques publiques ou du moins les pratiques publiques dans les territoires? Catherine, est-ce que vous avez une réflexion sur cette question internaute? Oui, bien sûr. Si on considère les associations comme de vrais innovateurs potentiels, je pense qu'en effet, on pourra leur laisser une marge de manœuvre et on pourra les entendre comme innovateurs et non pas comme opérateurs. Je pense que ça fera une grande différence dans, en effet, le regard et le dialogue qu'il pourra s'instituer avec les politiques publiques. Naturellement, il faut entendre les constats des associations. Et alors, à rebours, je dirais aussi, c'est pas parce qu'il y a une association qui va traiter d'un problème, par exemple, la précarité étudiante, avec des associations étudiantes qui, en tous les cas, dans le Grand Est, pour en connaître une, a créé un restaurant universitaire dans les années 45 pour que justement les jeunes à la sortie de la guerre puissent se nourrir. On en est quasiment à la même situation, à la même difficulté, mais en effet, c'est pas parce qu'une association peut gérer cette situation-là, elle est aussi débordée. Donc il faut aussi entendre quand elles sont débordées et entendre en effet pour un meilleur dialogue avec les politiques publiques. Je crois que ça c'est important. Oui, en fait c'est le dialogue qui va déterminer effectivement cette évolution des politiques publiques. C'est le dialogue sans être enfermé dans des indicateurs qui existent mais qui sont trop justement réglementés ou qui n'existent pas. Et quand l'indicateur n'existe pas, eh bien malheureusement il n'y a pas de politique parfois et pas de dispositif lié à ce qu'on appelle maintenant par exemple les NEET, ces jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en travail, etc. Eh bien, cet indicateur il est nouveau. Avant on ne l'avait pas, il restait invisible. D'accord, très bien. Alors merci à tous les deux pour ces analyses et ce très riche retour d'expérience. Donc nous l'avons évoqué avec Catherine et Amel, les associations en innovant peuvent contribuer à changer la société, mais comment concrètement? C'est ce que je vous propose de découvrir lors de notre prochaine séquence. Une autre économie est possible, ça oui. Mais une autre banque? Je demande à voir. Eh bien voyons. Et qu'est-ce que ça change? Les clients ont leur mot à dire. Et ils ne s'en privent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. C'est la banque des coopératives. Des associations. Des mutuelles. Des théâtres. Des festivals. Des syndicats. Des fédérations sportives. Des PME, PMI. On appelle ça des personnes morales. Des personnes qui entreprennent autrement. Ça, on peut dire qu'elles ont le moral. Et les personnes physiques alors? C'est la banque des particuliers qui se ressemblent. Mais enfin, c'est une banque, pas un club. Justement, on parle d'argent là. Avec des produits engagés bien pensés, tu peux agir. Ton compte t'ouvre des tas de moyens d'action. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile. Moi, c'est la solidarité mondiale en premier. Et l'insertion alors? La culture, qu'est-ce que vous en faites? Croyez-moi, l'essentiel, c'est l'emploi. Oui, l'emploi dans les territoires. À condition de développer l'écologie. Le bio. Les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. On commence quand? Moi, je crois que c'est possible. Et nécessaire. Une économie où chacun a son mot à dire. Des investissements pensés pour le bien-être de tous. On appelle ça la finance patiente. T'en sais des choses. L'important, c'est un monde plus juste. Un monde où l'argent seul ne ferait plus la loi. Et tout ça, avec le crédit coopératif, on peut y arriver. Simplement en étant client. Pas seulement client. Sociétaire. Crédit coopératif. Une autre banque est possible. Alors après avoir analysé avec nos invités la signification de la notion d'innovation sociale, après avoir évalué
sa réalité et sa déclinaison dans les territoires, nous allons essayer de savoir si toutes ces innovations peuvent contribuer à transformer la société. Alors pour aborder ce thème presque sociétal, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Agé Lomo, maître de conférence en sciences humaines à l'UNISTRA, l'Université de Strasbourg, et Magali Lafourcade, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors, Agé Lomo, vous êtes le maître d'œuvre d'une étude sur laquelle on a beaucoup échangé, visant à rendre visibles les personnes en situation de handicap dans plusieurs quartiers populaires de l'Eurométropole de Strasbourg. Comment est né ce projet et quel est son objectif ? Avant tout, bonjour. Le projet dont je vais parler, c'est un projet qui vient en fait du comité régional d'entente Grand Est sur le handicap. C'est un comité qui se réunit à la fois de manière informelle et aussi de manière très très suivie, qui s'est rendu compte avec l'ARS dans le cadre de la mise en place d'un... L'Agence régionale de santé. Agence régionale de santé, oui. De la mise en place d'un observatoire régional du handicap, qui avait peut-être ce qu'on pourrait appeler des trous dans la raquette. Donc il y avait des personnes qui étaient complètement invisibilisées. Et donc c'est pour ça ici, je pense qu'une des premières places, la première question de l'innovation sociale, c'est peut-être aussi de traiter la question de l'urgence sociale. Et donc cette urgence sociale-là portait donc sur des personnes qui habitaient un quartier de politique de la ville, un quartier prioritaire, un quartier qui est à cheval entre deux villes à Strasbourg, dans l'Eurométropole Strasbourg, la ville de Bischheim et la ville de Schiltigheim. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas du tout, et là je vais rejoindre ma collègue de plateau, la question de l'accès au droit. Et donc ici, ça s'agirait de mesurer à la fois la question de l'accès théorique au droit et l'accès réel au droit, voir justement pourquoi ces personnes étaient invisibles. D'accord, très bien. Alors justement, très concrètement et peut-être très rapidement, quelle a été votre méthode d'investigation, quelle est votre méthode d'investigation justement pour essayer de rendre visibles toutes ces personnes invisibles dans ces deux quartiers, les quartiers auxquels vous faites allusion? Alors, on a d'abord, déjà ici j'ai entendu sur le plateau, déjà évoqué la question du diagnostic partagé. C'est-à-dire que le diagnostic partagé, la question de mettre ensemble l'ensemble des acteurs d'un territoire autour d'une problématique qui est une problématique assez importante. Et donc d'abord, il y a d'abord cet élément là, du diagnostic partagé, d'autant plus qu'on est dans une cité qui s'appelle la Cité des écrivains, qui est un peu à la fois très très ouverte sur le monde, en même temps très enfermée, parce que dans l'espace dans lequel on est, il y a beaucoup de services qui sont offerts aux populations. Et donc c'est exactement, je précise quand même un élément pour qu'on comprenne, c'est 1200 logements, environ 4000 personnes qui vivent dans cet espace clos. Donc il a fallu à la fois faire du diagnostic partagé, proposer aujourd'hui une méthodologie qui est la méthodologie du porte-à-porte, pour aller voir les habitants au plus près des immeubles. Ensuite aussi évoquer alors des entretiens, des récits de vie avec les populations. Et puis appliquer une méthode, parce que j'ai entendu Catherine à un moment en parler, la méthode de recherche-action en santé communautaire, qui est celle avec un triptyque, qui est d'abord sensibiliser les personnes, les populations, ensuite les mobiliser, mobiliser ensemble des partenaires, et puis ensuite aussi impliquer les personnes, impliquer aussi les familles qui vivent dans les quartiers afin de favoriser l'accès au droit. Parce qu'on a constaté avec les villes de Schiltigheim et de Bischheim que plusieurs personnes, par exemple, ne savaient pas qu'il existait un service d'action sociale. Alors, et puis aussi, il faut rajouter un dernier point qui évoque aussi peut-être la question de l'accès au droit, c'est que dans ce quartier précis, on va trouver, j'évoquais la question des inégalités sociales, donc des gens qui sont très très pauvres, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, parfois la moyenne c'est 9 000 euros par an, et puis aussi il y a une très forte proportion, je ne vais pas dire d'illettrisme, mais une partie de la population, quand même 80% des personnes n'ont pas le niveau du bac, et donc aussi il y a la question ici de la méconnaissance des droits, qui est de l'accès aux documents administratifs. Non, la vraie méconnaissance aussi du circuit de ce qu'on pourrait appeler le handicapé idéal, c'est-à-dire qui connaît ses droits, qui sait par exemple où passer pour arriver à accéder aux droits. Et puis le dernier point qui me semble important aussi, après on en parle aussi aujourd'hui un peu beaucoup, c'est la question, c'est un quartier quand même où on va retrouver presque 25%, 26% de population étrangère, donc souvent des primo-arrivants. D'accord, très bien. Alors justement, cette étude est en cours, n'est pas encore achevée, mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur quelques résultats ou quelques déjà observations en fait qui émergent et sur lesquelles qui peut alimenter une réflexion? Alors, dans les résultats préliminaires, parce qu'on a fait des observations de terrain, c'est d'abord la grande question, c'est la question de l'accessibilité.
l'accessibilité à la fois sociale, c'est-à-dire que l'accès aux médecins, l'accès aux services de soins, l'accès aux accompagnements, et aussi également l'accessibilité spatiale, c'est-à-dire la mobilité difficile des populations qui sont dans la cité des écrivains, parce que je rappelle juste que l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, mène en ce moment un programme dans le quartier où 336 logements vont être détruits et relogés, donc ça pose aussi de vrais problèmes. Et justement, le fait de ce programme de rénovation urbaine, ça a permis aussi de dépister à des acteurs de terrain quelques situations de handicap, de personnes qui n'étaient pas du tout recensées. En dehors des radars. Totalement en dehors des radars, qui n'étaient pas du tout recensées, et à la fois des familles, des enfants aussi. D'accord, ok, très bien. Alors justement, si on revient à nos réflexions un petit peu plus globales, en quoi ce projet donc très innovant peut contribuer à transformer la société, selon vous? Vous êtes un peu ambitieux. Bah écoutez, peut-être, je sais pas, c'est à vous de me le dire. Non, alors moi je pense quand même qu'il y a quelque chose qui me semble important. C'est construire une société sans barrières. C'est, en mon sens, la chose la plus importante. C'est dans laquelle, alors, on évoque beaucoup la question de l'inclusion, mais c'est pas beaucoup mon cheval de bataille, mais c'est plutôt une société qui soit la plus accueillante possible, qui permet de construire ce qu'on appelle un environnement capacitant, où l'ensemble des éléments de la chaîne, c'est-à-dire que dès que je sors de ma maison et que je vais dans l'espace social global, que je puisse accéder. Et puis aussi, je pense que le but aussi de ce travail-là, c'est de permettre une meilleure acceptabilité du handicap, c'est-à-dire que les situations de handicap, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la question de l'autoreprésentation que les personnes handicapées ont d'elles-mêmes, et aussi le regard social qui est parfois un peu brutal, dur, fait de stigmates et de préjugés. D'accord. Donc ça aussi, si on arrive à déconstruire ça et construire une société un peu plus ouverte et inclusive, on aura déjà fait un petit chemin. C'est déjà un bon début. D'accord. Petit début, oui. Très bien, très bien. Alors, je me tourne maintenant vers Magali Lafourcade. D'abord, je voudrais que vous puissiez réagir sur ce beau projet et nous dire ce que vous pensez de ce qui vient de nous être présenté. Alors, je dois dire vraiment bravo, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, bien sûr, sur un plan concret, c'est absolument une méthodologie et une approche qui me plaît beaucoup. On parle d'accès au droit, on parle aussi de participation plus collective à la société. Donc, ce sont des choses qui, bien sûr, résonnent pour nous à la CNCDH. Mais au-delà de ça, je crois que vous venez de montrer, rien que dans votre exposé, à quel point les droits sont indépendants, interdépendants, indivisibles. Quand on est mal logé, quand on a un handicap cognitif, quand on a moins accès aux possibilités qu'offre la société. Et comme le but, c'est de faire tomber les barrières pour avoir cet accès de tous aux mêmes droits et de laisser personne au bord de la route, je trouve que ces initiatives sont tout à fait excellentes, tant sur le plan concret, mobilisable, etc., mais ça renvoie à la doctrine autour des droits de l'homme et donc à cette conception d'approche de droits qui sont interdépendants. Et aussi, vous avez mis le doigt sur l'intersectionnalité, le fait que quand on cumule des difficultés du type handicap physique, handicap psychique, etc., avec des difficultés sociales, avec un éloignement des services, etc., on peut vite se trouver dans une trappe à non-accès au droit. Et c'est là-dessus qu'il faut lutter. Et donc, vraiment, je trouve cette initiative remarquable. D'accord. Alors, je reste au-delà de cette initiative. Selon vous, est-ce que toutes les innovations qu'on a évoquées et qu'on n'a pas évoquées, mais les innovations au sens large, est-ce que ça peut faire avancer les droits fondamentaux ? Alors oui, ça peut les faire avancer, d'autant plus que sur le terrain du handicap, si je reste sur ce domaine-là, ce que je peux vous dire, c'est que la CNCDH a obtenu un mandat le 3 décembre dernier. Donc le Premier ministre nous a mandaté pour travailler sur la déconstruction des préjugés. Donc ça fait vraiment un écho à ce que vous disiez. Et donc nous devons après vérifier l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap, mais en passant d'abord par les représentations et la déconstruction des stéréotypes et des préjugés. Donc toute innovation de cette nature-là, qui permet de désinvisibiliser des problématiques qui sont sous le radar, nous permet, nous, de, après, capitaliser sur ces innovations pour en faire des préconisations de politique publique, voire même, plus tard, les faire entrer dans le terrain législatif ou le terrain réglementaire. Donc on voit que ça contribue vraiment à initier des choses au plus près des besoins qui sont constatés et que derrière,
cœur, des institutions comme la mienne et comme bien d'autres, la CNCDH n'a pas le monopole du cœur, nous pouvons ensuite drainer des recommandations d'action vraiment politiques avec un P majuscule et de pousser les responsables politiques à les mettre en œuvre avec les voies normatives et jurisprudentielles. Donc c'est vraiment une façon de changer la société. Vous avez évoqué la question justement de l'accès aux droits ou du fait de faire avancer, de rendre plus effectifs les droits fondamentaux. Est-ce que ces innovations, ça peut aller jusqu'à l'émergence de nouveaux droits? Alors ça, c'est toujours un sujet compliqué. Alors je répondrai oui et non. Oui, parce que les droits fondamentaux sont rédigés toujours de manière très concise. Si vous regardez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou la Déclaration universelle, c'est très court. Parce qu'en fait, les textes sont très concis parce que le but de ceux qui les ont imaginés, donc les révolutionnaires, voulaient en fait bâtir les principes d'une société nouvelle en laissant aux évolutions de la société le choix de pouvoir donner la chair. Donc la norme en fait se construit avec ceux qui font. Le droit est moins ce que les juristes en disent que ce que les gens en font. Donc c'est les acteurs qui font les normes. Et donc du coup, quand on aborde les choses en prenant en compte toutes les innovations, donc en dehors du champ social, par exemple le numérique, tout à l'heure on entendait parler de l'utilité des réseaux sociaux, etc. On les inclut dans la façon dont on aborde les droits. Et donc ça contribue à donner une autre épaisseur au droit pour l'adapter à la vie quotidienne. Donc oui, d'une certaine manière. Et puis aussi, je crois que tout ce champ de la solidarité, les enjeux majeurs qui sont devant nous, que la crise du Covid a aussi révélé, on a besoin de droits de solidarité qui sont dans le corpus des droits de l'homme, mais pas tout à fait avec la même juridicité, si on veut utiliser un terme technique, que d'autres droits plus concrets, enfin plus usuels. Et donc, je crois qu'on est obligé d'avoir une lecture plus collective des droits fondamentaux, puisque on est tous dans le même bateau avec une crise environnementale majeure et avec des besoins de refaire société dans une période où la démocratie est très attaquée. Et là, c'est le caractère extrêmement innovant de la société civile, ce tissu associatif vraiment formidable qu'on a la chance d'avoir en France, permet d'avoir ces capteurs-là et de faire de l'intelligence collective et donc de transformer en fait notre lecture des droits d'un point de vue plus juridique sur un plan collectif qui s'adapte aux nouveaux enjeux à venir et dans lesquels nous baignons déjà. Et qui fait bouger la société. Et ça fait bien sûr bouger la société, d'où l'ambition. Voilà, on peut être ambitieux. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vois qu'il y a une question internaute qui nous est posée, donc je vais vous faire réagir comme nos précédents invités. Alors, comment innover en tenant compte des aspirations des personnes accompagnées? Alors, je vais peut-être demander à Magali de réagir sur cette question, sachant que on l'a vu, chaque fois les innovations tiennent compte, en tout cas partent des besoins des personnes accompagnées, mais est-ce que quand on met en œuvre l'innovation, comment faire en sorte de tenir compte de ces aspirations? Alors vraiment, bravo pour cette question, parce que ça me permet de vous dire qu'il existe un cadre conceptuel développé par la branche droits de l'homme des Nations Unies, le pilier droits de l'homme, que la CNCDH essaie de promouvoir, bien sûr, c'est l'approche fondée sur les droits de l'homme. C'est-à-dire que cette approche vise à partir des personnes qui sont concernées, pas de politique publique pour ces personnes-là, sans elles. Donc il faut, dès le départ, les consulter, donc il y a une méthode à mettre en place, et surtout une volonté de veiller à chaque étape que ça répond bien aux besoins, et que finalement ça donne de la chair au droit qui est attendu et auquel elles aspirent. Et il faut aussi pouvoir leur permettre d'évaluer la réalité concrète. Peut-être un exemple en matière de logement, on sait qu'il ne suffit pas pour répondre au droit au logement de faire le DALO, ou il ne suffit pas de créer des places d'urgence. Il faut aussi vérifier que les personnes qui sont considérées comme logées n'ont pas des habitats insalubres, que ça leur permet de scolariser les enfants, etc. Donc les innovations doivent absolument se fonder sur les personnes, et c'est pour ça que nous on plaide pour que les politiques publiques travaillent plus en silo, mais travaillent sur cette idée d'entrer par les droits plutôt que par les ministères en quelque sorte. Et je crois que la société civile porte ça en elle, et que donc c'est un interlocuteur absolument privilégié pour les pouvoirs publics afin de pouvoir
pouvoir prendre en compte cette approche fondée sur les droits de l'homme et partir des personnes et à chacune des étapes qui est nécessaire au façonnage de la politique publique. D'accord, très bien. Agélomo, est-ce que vous souhaitiez réagir et apporter une petite réflexion? J'ai bien apprécié ce que vous avez dit, d'autant plus que je pense que dans les outils des droits de l'homme, il y a quelque chose, je pense qu'on n'utilise pas suffisamment assez en France notamment, c'est le fameux agenda 22, autorité locale et handicap, qui permet d'avoir ce canevas-là que les autorités peuvent suivre et ensuite avoir un guideline pour pouvoir mettre en place des politiques publiques dans lesquelles on va systématiquement inclure les personnes en situation de handicap ou encore les personnes qui sont accompagnées dans le cadre du projet. Et c'est pour ça que la méthode qu'on essaie d'appliquer nous, c'est la fameuse méthode en fait en rhizome. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici dans la racine unique, on va essayer de tisser tout un faisceau de liens qui vont permettre d'acteurs, non pas seulement d'acteurs, mais de liens, c'est-à-dire comment finalement on tisse de social. Tisser de social, c'est de voir l'ensemble des réseaux de sociabilité dans lesquels les personnes sont incluses pour pouvoir faire ensuite remonter les politiques publiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans une perspective du haut vers le bas, mais également du bas vers le haut et avec des synergies qui peuvent arriver. Et je reviens juste un instant parce que ce que vous avez soulevé avant, la question des représentations sociales, elle est essentielle, notamment pour comprendre finalement comment les gens se situent par rapport aux différentes questions qui leur sont posées. Parce qu'on a parfois ici, effectivement ici, le cadre juridique qui est très très normatif, qui permet de construire des catégories, alors que ces catégories-là parfois ne rentrent pas en résonance avec la vie intime, la vie personnelle, la vie familiale des gens qui sont confrontés aux situations de vulnérabilité ou de précarité. D'accord, très bien. On va prendre une autre question. On le sait, certaines innovations associatives influencent parfois la loi. Alors on l'a vu, moi j'ai en tête la loi zéro chômeur longue durée, qui est directement liée à une innovation associative, enfin une initiative associative. Comment faire en sorte que le législateur soit encore plus attentif aux innovations associatives ? Magali, est-ce que vous souhaitez réagir ? Oui, avec plaisir. Donc, moi, j'ai plein d'exemples comme ça. C'est pas que le législateur en fait qui a à prendre en compte, mais on aime la loi en France, donc c'est une bonne porte d'entrée. Donc, l'exemple du testing, par exemple, c'était au début des années 2000. C'était SOS Racisme. Je suis magistrate, c'est peut-être pour ça que j'ai pensé à ça en premier, mais la jurisprudence a pris acte de cette façon d'apporter de la preuve. C'était une innovation. Il y a, comme vous disiez, ATD Quart Monde était à l'origine de ces territoires zéro chômeur. C'est une magnifique innovation et donc ça passe par une expérimentation, etc. Donc pour répondre à la question de comment inviter le législateur à s'ouvrir en fait à ces champs-là, moi je crois que le rôle des institutions indépendantes qui travaillent dans le champ des droits, donc que ce soit le défenseur des droits, la CNCDH, la CNIL et d'autres, c'est notre rôle de donner de l'institutionnalisation autour de ces projets-là. Et donc, par exemple, ATD, pour ne parler que d'eux, avait été à l'initiative de cette idée d'avoir un 23e critère sur la précarité sociale, la vulnérabilité financière, et la CNCDH a travaillé sur ce sujet avec eux, donc ils le portaient depuis longtemps, c'était mûr dans la société civile. La CNCDH a retravaillé ce sujet-là. Nous avons aussi mobilisé autour de nous des experts des Nations Unies, puisque nous avons un lien avec les Nations Unies, nous sommes accrédités, et donc ça a donné un poids particulier. Et on a pu après avoir un agenda politique pour faire entrer ce sujet. Donc c'est bien sûr ATD à la base, mais derrière il y a le rôle d'autres acteurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut être en synergie, comme vous le disiez, entre plusieurs acteurs pour faire émerger des belles solutions. Très bien. AG, est-ce que vous souhaitiez réagir à Non, tout ce mais qui a je vais été juste dit ? rajouter quelque chose sur cette question. J'ai un bel exemple en tête, c'est la fameuse loi santé, l'avant-dernière de la santé, où par exemple il y a de bels acteurs. Je pense ici à monsieur Jean Jacob, qui est l'association en didactique, qui a porté justement un projet qui partait du bas pour inscrire finalement dans la loi la question particulière de la continuité et de l'accessibilité des soins pour les personnes en situation de handicap. Et donc ici, moi je pense que le maître mot, en dehors de ce que vous avez dit, c'est la question de la concertation. C'est-à-dire que la vraie concertation et de travailler véritablement de main à main avec les acteurs de terrain. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour ces réflexions très riches. Alors pour continuer justement à alimenter ces réflexions, je vous propose de découvrir un reportage sur une très belle innovation menée dans les Hauts-de-France par l'association Solia. Nous échangerons ensuite à distance avec celle qui est à l'origine de cette initiative, que je vois, qui ne me voit pas mais qui m'entend peut-être.
fait plusieurs années en fait qu'on réfléchit à mettre en place un système de mobilité inversée, c'est-à-dire mettre en place un outil qui nous permette d'aller au-devant des publics pour mieux les accompagner et donc pour mieux faire connaître aussi tous les dispositifs existants qui leur permettent d'améliorer l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes vieillissantes. Ça permet justement aux personnes âgées de connaître un peu ce qui se fait pour l'amélioration de leur confort à la maison. J'ai découvert des petites choses, j'en connaissais quelques-unes, mais bon, j'ai découvert autre chose, et puis bon, c'est toujours très intéressant. Doshi, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Alors moi, je ne vous entends pas. Bonjour, oui, je vous entends Voilà, très bien. voilà, là je vous entends très bien. Alors vous êtes donc responsable du pôle développement et innovation au sein de Solia Hauts-de-France et porteuse de ce projet dont on vient de voir le reportage de showroom mobile qui vise l'insertion par le logement. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet très concrètement? Concrètement, c'est un projet qui est né, de différents constats qu'on a qui sont partagés par tous. On est face à une population aujourd'hui vieillissante. On sait que la majorité des Français souhaitent vieillir chez eux, rester à domicile. Et face à ça, en fait, on a très peu aujourd'hui de logements qui sont adaptés pour les personnes de plus de 65 ans. Donc, on a des enjeux très forts sur l'adaptation des logements et on a une population de jeunes retraités ou de personnes âgées qui sont mal informées, voire un peu dans le déni face à ces différentes questions. Et donc, du coup, au regard de ces différents constats, on a souhaité en fait, donc c'est pas que moi, Isabelle, c'est tout le mouvement Solia, en tout cas dans les Hauts-de-France, souhaiter travailler sur un projet qui nous permette de travailler différemment en allant au devant de nos populations pour les sensibiliser, les informer des différents droits auxquels elles peuvent prétendre et aussi et surtout donc les sensibiliser sur la nécessité d'adapter leur logement pour bien vieillir à son domicile. Ces constats ont été partagés par nos différents partenaires, sans qui évidemment ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Donc nos partenaires aussi bien publics que privés, sans qui on n'aurait pas pu lancer ce projet auquel c'est un projet sur lequel on avait envie de s'investir depuis très longtemps, mais quand on est sur de telles innovations, il faut se donner les moyens et les moyens humains et financiers nécessaires, et c'est grâce à leur engagement qu'on a pu se lancer dans ce projet. Alors, vous évoquez dans votre reportage le concept de mobilité inversée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, cette mobilité inversée? On parle de mobilité inversée dans le sens où on n'est pas dans un guichet, en tout cas à travers ce projet de Truck, on n'est pas dans un guichet où on attend que les personnes expriment leurs besoins et viennent vers nous. C'est nous qui allons vers elles, on va au-devant des publics, au-devant des populations. Donc on va, comme vous avez pu le voir dans le reportage, sur des marchés, sur des places publiques, à la sortie de manifestations qui regroupent différentes personnes âgées, justement pour les informer, les sensibiliser et leur donner envie d'anticiper sur toutes ces questions d'adaptation. D'accord, très bien. Alors une dernière question. C'est la question classique que je vais poser à tous les intervenants de cette table ronde. En quoi cette initiative contribue-t-elle à changer la société ? Cette initiative peut contribuer, peut contribuer à changer un petit peu la société, à changer le regard sur l'adaptation notamment, changer le regard qu'on peut avoir sur la question d'adaptation. On a des personnes encore aujourd'hui qui pensent qu'adapter son logement, c'est presque ramener l'hôpital à la maison, alors que pas du tout. Les fournisseurs, on peut faire des très belles douches à l'italienne, on peut adapter son logement, mettre les équipements de cuisine à la bonne hauteur, par exemple, sécuriser la salle de bain, sécuriser différents espaces de vie, tout en gardant une maison
très, très chouette et comme on l'aime. Donc c'est changer ce regard par rapport à ça. C'est favoriser aussi l'accès au droit. On parlait tout à l'heure de permettre l'accès au droit pour tous. C'est vrai que les personnes âgées aujourd'hui sont face à des questions de fracture numérique, à des services de proximité qui se raréfient aussi. Et donc, du coup, leur faire connaître tous les droits auxquels ils peuvent prétendre, c'est important aussi. Et aussi, c'est sécuriser l'habitat, c'est prévenir des chutes à domicile. Il faut savoir que les personnes âgées sont particulièrement victimes des chutes à domicile. Et donc, voilà, essayer de faire en sorte que les personnes qui viennent visiter le TRUC puissent anticiper sur la réalisation de travaux, à un âge peut-être où on a encore l'énergie justement pour pouvoir faire les travaux et mobiliser tous les partenaires, les ressources. D'ailleurs, on a beaucoup d'aidants familiaux qui sont, ou d'aidants familiaux et professionnels d'ailleurs, qui viennent aussi visiter notre showroom justement pour voir ce qu'il est possible de faire, avec quels moyens. Et voilà, et quand on a été soi-même aidant, je pense qu'on est beaucoup plus sensible aussi à ces questions-là, parce qu'on a été face à diverses problématiques. D'accord, très bien. Isabelle Dauchy, je vous remercie beaucoup. Et alors, je vais passer à une ultime question internaute. Alors, peut-être qu'on ne les aura pas toutes prises, mais en tout cas, on va prendre celle-là. Donc, je vais faire réagir évidemment mes invités sur cette question. De nombreux projets innovants sont issus de collaborations impliquant des acteurs très divers. On l'a vu avec le projet présenté par Isabelle Dauchy. Ces coopérations parfois inédites autour d'une innovation commune sont-elles en réalité les vrais ressorts du changement de société? Alors je ne sais pas qui veut réagir en premier. Eh bien, Agé. Allez, Agé. Monsieur Jambon a des questions... Bon, alors... Non, parce qu'en même temps, on peut faire un travail sur la psychologie sociale, parce que je pense que, pour reprendre la question véritablement, c'est qu'en France, je pense qu'on a suffisamment un arsenal législatif et normatif qui est intéressant. Alors maintenant, le problème là-dedans, pour revenir à la question de la coopération, vous allez voir, c'est la question de comment on le met en application réellement. Et là, je prends un exemple d'une loi qui est très simple, c'est la loi de 2005 sur le handicap, qui précise que la personne doit avoir accès aux soins. Mais le seul problème là-dedans, c'est que lorsque la personne est en institution, l'accès aux soins est plus facile, parce qu'elle est encadrée. Lorsque la personne est maintenant souvent en famille, l'accès aux soins est parfois un peu plus compliqué. Et le problème là-dedans, c'est que comment fait-on pour mettre ensemble à la fois le médico-social et le milieu sanitaire? Bien sûr. Parce que ces deux milieux-là, chacun a sa culture. Et donc, souvent, l'innovation, et là je vais prendre un exemple très simple, c'est de pouvoir travailler simplement, et ça c'est des coopérations, justement une coopération inédite qui était faite, qu'on a faite dans le Haut-Rhin, c'est de mettre ensemble le médico-social et le sanitaire pour pouvoir inculturer les deux publics. C'est-à-dire que l'éducateur spécialisé, l'assistant social, va apprendre la culture du médecin et de l'infirmier pour faire en sorte qu'on puisse favoriser une accessibilité aux soins et une continuité des soins. Bien sûr. Et donc là, par exemple, c'est un exemple ici de ces éléments-là où on peut créer quelque chose qui n'est pas tout à fait, pour moi, pas très neuf, parce qu'on va travailler sur un type triptyque qui est le patient, l'aidant et le réseau, et c'est de mettre ça en forme ensemble. Ça crée une dynamique. Et la loi le permet. Le problème, c'est qu'il faut appliquer la loi. D'accord, très bien. Magali Lafourcade. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, je suis bien sûr d'accord. Je pense que pour changer la société, après, il faut sortir l'innovation de ce petit groupement, ce triptyque-là, pour pouvoir en faire quelque chose de plus large. Je vais juste donner un exemple, moi aussi. Le FALC, le facile à lire et à comprendre. Bien sûr, vous facilitez la compréhension de documents parfois difficiles, ardus, etc., auprès de publics qui ont des difficultés cognitives, mais aussi auprès d'enfants qui ont plus de mal à décoder le sens des mots et les difficultés sémantiques, mais aussi auprès des gens qui maîtrisent mal la langue parce qu'ils sont migrants. Donc vous arrivez en fait à faire société autour d'un texte commun. Ça peut être donc une propagande électorale pour pouvoir aller voter ou un texte de droit. Je pense à la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées. Elle existe en facile à lire et à comprendre. Et là, vous faites de l'inclusion, tout le monde est réuni. Et c'est pareil quand vous
regardez l'espace public, quand vous vous promenez sur des larges trottoirs où il n'y a pas de voitures qui sont garées n'importe où, que vous soyez une maman ou un papa avec votre poussette, ou que vous soyez une personne âgée qui a du mal à marcher, ou un petit enfant qui débute dans la marche, ou une personne qui est handicapée moteur, eh bien, tout le monde peut accéder à l'espace public. Et là, on se retrouve sur un pied d'égalité les uns avec les autres. Et moi, c'est ça que j'aime dans l'idée que l'innovation devient un changement de société. C'est quand on arrive, en fait, à faire tomber les barrières pour qu'on soit tous avec les mêmes droits et la même capacité à interagir avec les autres et à participer à la vie publique. Conception universelle. Voilà, exactement. Bravo. Merci beaucoup. Alors, Madame, Monsieur, je vous remercie pour ces dernières réflexions sur lesquelles nous allons désormais méditer. Je voudrais également remercier tous les techniciens, les équipes de l'UNIOPS et des URIOPS Hauts-de-France et Grand Est pour leur aide et leur soutien. J'espère que cette première émission de Solidarité TV vous aura plu et je vous donne rendez-vous le 11 mars prochain pour évoquer avec vous le thème de la citoyenneté et de la participation, une émission que nous organiserons en collaboration avec l'URIOPS Auvergne-Rhône-Alpes et l'URIOPS Bourgogne-Franche-Comté. Merci encore à vous pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.